mesdames, messieurs. Donc je vais introduire la première table ronde sur les révolutions pour les droits universels. C'est une question difficile. Les introductions n'étaient pas très optimistes concernant cette question de la laïcité. Madame Lalem a parlé de danger que pour la laïcité. Monsieur Voile a attiré l'attention sur les difficultés des pays où ont eu lieu les révolutions arabes. Il est important qu'on puisse échanger quand même sur les mêmes concepts et appliquer. La question est de savoir si on peut appliquer la même notion de laïcité en Occident et dans les pays de l'autre côté de la Méditerranée et au Proche-Orient. En Occident, quand on parle de laïcité, il s'agit essentiellement de la séparation de l'Église et de l'État, conquise au cours d'un cheminement difficile, qui n'a pas évité des années de guerre de religion, qui ont marqué le cours de l'histoire de chacun des pays de l'Europe. À ce propos, j'ai eu l'occasion de travailler sur le Portugal et la laïcité au Portugal, et je suis remontée dans l'histoire, et Dieu seul sait les guerres qu'il y a eu au titre de la religion. Donc, que signifie la séparation de la religion et de l'État dans des sociétés où l'islam est la religion dominante? Quelles sont les options si on écarte celle extrême de l'application de la charia? Jean-Claude Voile a parlé d'islamisme politique. Que signifie cet islamisme politique? Et quel est le devenir de la chrétienté et d'autres religions dans ce contexte? Par la même occasion, que devient l'égalité des chances? En quoi la laïcité dans ces pays reconnaît-elle les droits des femmes? Droit à la reproduction, droit à la tutelle des enfants, droit à la nationalité, à la transmission de la nationalité pour leurs enfants, droit aux femmes d'avoir une place de citoyenne à part entière dans la société. Je vais passer la parole aux intervenants, en commençant par Madame Saïda Douki de Dieu, que je vais introduire très brièvement. Madame Saïda Douki de Dieu est franco-tunisienne, professeure émérite de psychiatrie à la faculté de médecine de Tunis, ancien professeur associé à la faculté de médecine de Lyon, ancien président de la Fédération des psychiatres arabes, ancien président du Congrès de neurologie et de psychiatrie de langue française et auteur d'un essai « Les femmes et la discrimination, dépression, religion et société ». Madame Saïda Douki va nous parler de l'arrivée au pouvoir d'un parti religieux en Tunisie après la chute de la dictature et ce qu'il fait peser comme lourde menace sur le statut des femmes. Elle va soulever des questionnements sur la place des mouvements islamistes au sein de la société et sur la possibilité d'une évolution positive lorsque ces mouvements recueillent une majorité lors d'élections. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci beaucoup, Madame Jazra. Permettez-moi également de remercier d'abord la sénatrice d'abord pour très aimable invitation, Madame Martine Serre pour son soutien très précieux et tous les organisateurs. Alors moi j'ai intitulé, comme vous le voyez, mon intervention avec un point d'interrogation toutefois. Printemps arabe, automne des femmes. Durant l'année 2011, les soulèvements populaires qui ont fait éclore le printemps arabe ont balayé en quelques semaines des dictatures installées depuis des décennies et jugées inexpugnables. Nées en Tunisie, ces révolutions ont été conduites par des jeunes gens qui réussirent à rallier la population tous âges, sexes et catégories sociales confondues. Suivant. Les mots d'ordre étaient liberté, dignité, démocratie. Là, vous voyez, c'est écrit en Tunisie, liberté. À la faveur des premières élections, ces révoltes spontanées, sans encadrement, sans directive ni leaders, ont été récupérées par les professionnels de la politique les mieux structurés dans une opposition de dizaines d'années, en l'occurrence les islamistes, que le verdict des urnes porta au pouvoir. Si nombre d'observateurs estimèrent qu'il s'est agi d'un vol, les principales victimes en furent surtout les femmes, qui pourtant accompagnèrent partout les hommes dans les manifestations de révolte contre la tyrannie. Et pourtant, après la victoire, elles furent menacées d'être exclues de l'espace public
et sommés par les partis religieux de rentrer à la maison et de retrouver leur cuisine. Ça me fut dit à moi-même par un chauffeur de taxi. En effet, les premières prises de position des nouveaux gouvernants exprimèrent sans grande ambiguïté leur projet d'instaurer une théocratie. On parle même de 6e califat, où l'islam régirait la vie de tous les citoyens, avec pour slogan « Le Coran est notre constitution ». Les femmes ne pouvaient dès lors qu'être des citoyennes de seconde zone, au nom d'un strict respect de la religion. Et la peur gagnait la ville, avec les appels répétés à l'application de la charia, émanant de prédicateurs locaux ou venus des pays du Golfe, et relayés avec violence par des groupes de fanatiques avec l'assentiment des autorités. Les pressions de tous ordres se firent de plus en plus pesantes pour imposer les nouvelles normes islamiques. Le port du voile, de préférence intégrale, dans l'espace public, notamment universitaire, y compris lors des sessions d'examen, et ce, dès le plus jeune âge. Et l'agression allant jusqu'au viol des femmes dévoilées venait sanctionner de plus en plus fréquemment leur absence de respectabilité. La suite logique fut la contestation de la mixité dans les milieux académiques, professionnels et même hospitaliers. Rappelons que l'article 21 de la Constitution iranienne postule que, je cite, « La mixité est un péché répréhensible ». La cohabitation des deux sexes était condamnée, entre étudiants certes, mais également entre enseignants et étudiants, et plus grave encore, entre patients et thérapeutes. Les demandes d'ouverture de cliniques, entre guillemets islamiques, s'accumulaient sur le bureau du ministre de la Santé. Des fillettes étaient soumises à l'excision, conformément aux recommandations d'un prédicateur vedette venu d'Orient, qui l'a présenté comme une intervention de chirurgie esthétique. Le phénomène devint suffisamment alarmant pour que le Conseil de l'ordre des médecins interdise aux médecins de la pratiquer. Les mariages coutumiers, entre guillemets, c'est-à-dire hors la loi en réalité, se multipliaient en prélude au rétablissement de la polygamie. Les écoles coraniques fleurissaient dans tous les quartiers pour faire pièce aux écoles maternelles mixtes. La société était régulièrement secouée par ces menaces plus ou moins déguisées au code du statut personnel le plus progressiste du monde arabo-musulman. Et point d'orgue de cette campagne, on suggéra de refuser aux femmes l'égalité avec les hommes pour leur proposer un statut de complément. Ainsi, l'article 28 du projet de constitution disposa que, je cite, « l'État assure la protection de la femme dans ses acquis sur le principe de complémentarité avec l'homme au sein de la famille et en tant qu'associé de l'homme dans le développement de la patrie. » Alors, associé, où est-ce qu'on va fixer la barre? À 10%, à 90%? La question est là. Et voilà comment on efface d'une phrase un demi-siècle d'émancipation. Voilà. On n'oublie pas. Ça aurait dû être l'inverse, normalement, dans une évolution normale des choses. Eh bien non, l'histoire peut marcher à reculons, justement, de temps en temps. Olympe de Gouges, qui paya de sa vie sa prétention à l'égalité citoyenne, l'avait déjà prédit dans une amère conclusion. Je cite, « Je remarque que dans les luttes, les femmes doivent toujours lutter 2 fois plus que les hommes. Une fois avec les hommes pour le changement de régime, et la deuxième fois pour qu'elles ne soient pas en reste du changement. » De fait, les femmes, avec une grande partie de la société civile, multiplièrent les manifestations pour dénoncer ce statut de mineur. Je ne suis pas un compliment, je suis ni un compliment, ni un complément, je suis une entité, et tout à la fois, le vol, la révolution volée, le voile, les fillettes voilées, et le viol des femmes violées. La résistance ne désarma jamais, aboutissant à des avancées incontestables, comme l'adoption, le 9 janvier dernier, par l'Assemblée nationale constituante, de l'article 45 de la future Constitution, stipulant que, je cite, « l'État garantit les droits acquis de la femme et œuvre à les soutenir et à les développer. Il garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme dans l'exercice des différentes responsabilités. Il œuvre à la réalisation de la parité dans les assemblées élues. » Point. Faut-il pour autant crier victoire? Nous sommes nombreux à ne pas le penser. Il suffit de préciser
que seulement 116 parlementaires ont voté en faveur de cet article, alors que 40 élus, dont 8 femmes, ont voté contre, et 32 se sont abstenus. Oui, la Boétienne a beaucoup écrit sur la servitude volontaire. De surcroît, d'autres articles soulignant le caractère islamique du pays ne laissent pas d'inquiéter. Ainsi, l'éminent juriste Ayad Ben Achour s'est-il insurgé contre un amendement à l'article 38, rebaptisé du coup P38 par les humoristes, article sur le droit à l'enseignement qui visait, je cite, à enraciner l'identité arabo-islamique dans l'enseignement et à généraliser l'arabisation, allant jusqu'à parler de journée noire pour la Tunisie. Entre-temps, on a rétropédalé, hein. Bon, mais passons. En effet, l'instrumentalisation politique du religieux laissera toujours planer une lourde menace sur la condition des femmes. Et l'histoire récente nous a appris que leurs droits n'étaient pas intangibles, loin s'en faut. Et de fait, les ultras de la mouvance islamiste n'ont pas tardé à condamner la Constitution, qualifiée, je cite, d'œuvre impie par excellence, qui s'oppose à la loi de Dieu, à dénoncer les articles reconnaissant l'égalité entre l'homme et la femme, et évidemment la liberté de conscience, qui relèvent pour eux de l'apostasie, et à prôner le rétablissement de la polygamie, alléguant de l'existence de plus de 100 000 femmes célibataires. Évidemment. Et voilà, votre fille est muette. Je ne vais pas défendre l'égalité, car l'inégalité est indéfendable. Je ne vais pas la défendre au seul nom des droits de l'homme, qui n'engagent que ceux qui y croient, et certainement pas les intégristes, qui les limitent précisément aux hommes avec un petit h. Et beaucoup de tâches. Je vais vous montrer que la vie de la femme musulmane peut être, si j'ose m'exprimer ainsi, un véritable chemin de croix qui l'expose à toutes les discriminations. Et je vais démontrer que la discrimination contre les femmes se paye au prix le plus fort par les sociétés qui continuent à l'exercer, car elle menace directement leur santé, voire leur vie, et celle de leurs enfants. Elle entretient le sous-développement d'un pays et fait le lit de la dictature. La discrimination contre les femmes commence à la naissance et est une question de vie et de mort, peut-on lire dans le rapport 2003 du Fonds des Nations Unies d'aide à la population. La préférence pour les garçons fait que 100 millions de femmes sont aujourd'hui portées manquantes dans le monde, victimes d'avortements sélectifs ou de décès prématurés par infanticide ou négligence. 2 millions de petites filles meurent de faim chaque année parce que leurs parents ont préféré nourrir et soigner leurs frères. Et ce, même en terre d'islam, malgré la prohibition religieuse qui mit fin aux infanticides de fillettes en vigueur à l'époque. Je cite, « Quiconque a une fille et ne l'enterre pas vivante, ne la blesse pas et ne lui préfère pas le fils, Dieu l'accueillera dans son paradis, a dit le prophète qui se félicitait d'être Aboul Benet, c'est-à-dire le père des filles, puisqu'il n'a eu que des filles. » Ainsi, selon une dépêche de l'AFP du 17 janvier 2011, je cite, « L'infanticide ne cesse d'augmenter dans la conservatrice République islamique du Pakistan. 90% des enfants trouvés morts sont des filles. Dans ce même pays, selon une étude d'Aftab, une collègue psychiatre, 25% des nouveau-nés de sexe féminin sont sous-alimentés et exposés aux risques conséquents de retard de développement staturo-pondéral et d'insuffisance de défense immunitaire contre les infections. Quand ces enfants survivent et se marient, elles peuvent devenir une des 30 000 femmes qui meurent en couche chaque année. Ça c'est en Afghanistan, mais la même chose dans la 40 000. Et les violences ne s'arrêtent pas à la naissance. Toutes les secondes, une petite fille est excisée, avec des conséquences parfois fatales et toujours dramatiques. 85% en Égypte. Toutes les minutes, une femme meurt en couche faute de soins appropriés. Tous les ans, 5000 femmes sont victimes de crimes dits d'honneur. Au Bangladesh, les meurtres de femmes par leur mari représentent la moitié de tous les cas de meurtre. Et sans compter le nombre indéterminé de femmes lapidées pour rapports sexuels illicites. Remarquez la participation de la femme. C'est ça surtout qui est terrible. Suivant. La discrimination contre les femmes
qui en majorité quand même survivent, heureusement, menacent leur santé mentale et celle de leurs enfants. Tous les professionnels de santé mentale savent que les femmes payent le plus lourd tribut aux troubles mentaux. En plus des pathologies spécifiques liées à leur vie génitale, menstruation, puerpéralité, ménopause, etc., elles sont plus exposées que les hommes à un certain nombre de troubles mentaux, notamment les troubles dépressifs et anxieux, de loin les plus nombreux, les troubles des conduites alimentaires et les tentatives de suicide. La seule dépression, qui est la première source de handicap dans le monde, est au moins 2 fois plus fréquente chez la femme, 35,6%, que chez l'homme, 17,9%. C'est pourquoi l'OMS considère que la dépression est le plus lourd fardeau pathologique pour les femmes. La gravité de la dépression est liée surtout à son potentiel suicidaire et son impact sur la santé des enfants. Quand les mères sont déprimées, les enfants sont en danger. Regardez sur cette diapositive, regardez l'expression de ces enfants dans les mains de ces fantômes, on ne peut pas dire autre chose. En l'absence de toute interaction visuelle, tactile, olfactive, sonore, c'est absolument épouvantable. Pour le psychiatre que je suis, en tous les cas. Une femme sur 10 dans le monde développe une dépression dans l'année qui suit la naissance d'un enfant. La dépression maternelle va évidemment affecter sévèrement les interactions entre la mère et le nourrisson et perturber le développement psycho-affectif de l'enfant, entraînant des retards de développement et exposant au risque d'apparition de troubles psychiatriques. Ces troubles peuvent affecter le tiers des enfants en même temps que la mère, et le risque sur la vie s'élève à 45%. Je vais vite. Par ailleurs, une revue récente de la littérature, en 2010, rapporte une montée en fréquence des suicides parmi les jeunes femmes dans les pays islamiques, Arabie Saoudite, Iran, Pakistan, Turquie. À titre d'exemple, l'incidence des suicides par ignition à Ispahan est 3 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. L'auteur les impute à ce qu'il appelle les 4 M. M pour méthode létale, M pour trouble mental, M pour mariage forcé et M pour domination masculine. Et il conclut, ce que révèlent ces conduites accomplies par des femmes jeunes, mariées, analphabètes et pauvres, c'est la souffrance de ces femmes dans des sociétés patriarcales conservatrices. C'est également la conclusion de l'OMS en 2009. Dans certaines cultures, les inégalités sociales et l'appartenance à des familles patriarcales sont des facteurs de risque de comportement suicidaire féminin. Ce n'est pas évidemment occulter les facteurs biologiques, notamment hormonaux, qui sont certainement à l'œuvre, mais c'est souligner l'importance de la discrimination pour expliquer cette plus grande vulnérabilité. L'OMS a statué en 1998, la santé des femmes est inextricablement liée à son statut dans la société, elle pâtit de la discrimination et bénéficie de l'égalité. Je crois qu'on continue. Regardez cet enfant, juste le dessin d'un enfant afghan, d'un homme qui tire une balle dans la tête d'une femme. Voilà donc l'OMS. Suivante, un exemple éloquent l'illustre très rapidement. Je vous montre, on a fait une étude comparative en Tunisie et les Émirats Arabes Unis pour étudier la prévalence de la dépression dans les deux sexes. Et vous voyez qu'en Tunisie, le sexe ratio est de 1,2. Aux Émirats Arabes Unis, il est de 6 pour 1. Ce qui montre quand même qu'un statut protecteur protège aussi contre la dépression. Or, le statut des femmes musulmanes soumises à la charia est tragiquement bas et hautement pathogène. Je vais aller très vite. La naissance non désirée, éducation sous haute surveillance pour protéger la fameuse virginité, scolarité limitée, point trop d'infos, travail forcé, chasteté requise, mariage arrangé, imposé ou partagé, désir et plaisir sexuel interdit, fécondité obligée, stérilité maudite, répudiation menaçante, violence banalisée voire légitimée, ménopause qui ouvre en langue arabe, ça s'appelle l'âge du désespoir. C'est tout dire. Sont autant de facteurs de risque pour la vie et la santé des femmes. Mais l'égalité entre les genres est également un facteur majeur de développement, comme l'avait compris Bourguiba, qui le résumait dans cette formule magistrale: une société privée de la moitié de ses membres est comme un corps frappé d'hémiplégie. À cet égard, faut-il s'étonner que la Tunisie, qui avait promu ses femmes au rang de citoyennes, ait été l'initiatrice du printemps arabe. Elle conditionne enfin l'instauration de la démocratie, car là où les familles oppriment les femmes, les gouvernants finissent par réprimer tous les citoyens. Condorcet ne disait pas autre chose:
où aucun individu n'a de droit, où tous ont les mêmes. C'est autour de la femme que va se jouer la démocratie, déclarait le docteur Noureddin Saïdi, un leader politique algérien. Moi, je dirais plutôt, c'est autour de la laïcité que se décidera le sort des femmes et de la démocratie. En effet, il ne s'agit pas de gloser à l'infini sur la légitimité religieuse de toutes ces discriminations, car les exégèses et les interprétations de l'islam peuvent être aussi nombreuses que ses adeptes. Il s'agit de séparer le religieux du politique, de garantir la neutralité religieuse de l'État et de séculariser la vie publique. Faute de quoi, il sera toujours possible de revendiquer l'application de la charia, y compris dans des pays non musulmans. C'est ainsi que l'Université York de Toronto vient d'avaliser le 14 janvier dernier la demande d'un étudiant de ne pas participer à un cours au prétexte que sa religion lui interdit de côtoyer des femmes. Ce fut la conclusion du père de la laïcité musulmane Atatürk, dont les paroles sont encore d'une brûlante actualité que je vous invite à lire. Là, vous voyez ? Pourquoi les femmes s'affublent-elles encore d'un voile pour se masquer le visage? Les femmes ne sont pas des êtres humains, qu'elles montrent leur face sans crainte. Une nation avide de progrès saurait ignorer la moitié de... Suivant, c'est également celle des Tunisiens, dont les nouvelles revendications portent aujourd'hui explicitement, comme vous le voyez, sur la laïcité, qui est seule de nature à garantir les droits de tous les citoyens et l'ouverture de l'autre à tous les autres, avec toutes ses promesses de fraternité et de paix. Nombre de peuples comptent sur la France de la laïcité. Il ne faut pas les décevoir. Je vous remercie. Je remercie Madame Saïda Douki pour nous avoir donné une vue tellement vaste en si peu de temps. Malheureusement, le temps est compté, donc je passe à Monsieur Jean Maher, président de l'Organisation franco-égyptienne des droits de l'homme. Je le présente très brièvement. Monsieur Jean Maher est citoyen français, né en 1951 au Caire, d'une famille copte égyptienne. Il a suivi sa scolarité dans les écoles catholiques françaises des Frères en Égypte. Après un diplôme d'ingénieur en aéronautique de l'Université du Caire, il a obtenu un master en sciences aérodynamiques en Angleterre. Il a passé plus de 30 ans de carrière ingénieur dans une grande entreprise française de construction automobile, dont 3 ans à Detroit aux États-Unis et 2 ans à Buenos Aires en Argentine. Il parle couramment 4 langues, français, anglais, espagnol et arabe. Dès leur mariage, son épouse française, protestante, professeure d'histoire à l'éducation nationale, l'a motivé à redécouvrir sa propre histoire copte et son origine pharaonique. Il a donné de nombreuses conférences en France et aux États-Unis sur la culture copte et a été interviewé plusieurs fois par différentes télévisions. Suite à l'escalade de la persécution des chrétiens en Égypte et au Moyen-Orient, et surtout à la révolution égyptienne de janvier 2011, il consacre une grande partie de son temps à la défense des droits de l'homme dans les pays du printemps arabe et plus particulièrement en Égypte. Monsieur Maher va nous parler justement de la situation en Égypte, peut-être du temps des pharaons à aujourd'hui, mais je lui ai demandé d'être un peu cool, parce que nous n'avons que 10 minutes. En passant par le problème des filles mineures chrétiennes et le discours des religieux fanatiques, ainsi que les nouvelles questions sur les problèmes de la constitution égyptienne. Donc je passe la parole à M. Jean. Je vais essayer de respecter mon temps de parole, donc 5000 ans d'histoire en 10 minutes. Dans un livre de Madame Christiane de Roche-Medieco, qui était le conservateur du secteur égyptien du musée du Louvre, elle a écrit un livre s'intitulé La femme au temps des pharaons. Et dans ce livre, elle a bien décrit le rôle et le statut de la femme pendant 3000 ans d'histoire avant Jésus-Christ. L'Égypte des pharaons se fait avec la femme. On parle de la grande épouse du pharaon qui transmet le sang et l'héritage pharaonique. On voit la femme dans le quotidien qui est parfaitement égale à l'homme. Elle fait des études, elle est avocat, elle est juge, elle est médecin, elle est riche, elle l'aide. Et vous pouvez même trouver au musée du Louvre des contrats de mariage
où elle impose certaines conditions à son futur mari. On peut voir aussi sur les fresques dans les temples des déesses comme Isis, on peut voir des reines comme Néfertiti, Hatshepsut, Cléopâtre, et on voit aussi la femme qui chante, qui danse, qui se maquille, et on voit même des outils de maquillage également au musée du Louvre, qui valent très bien même les outils de maquillage de Christian Dior aujourd'hui. La femme est donc libre pendant 3000 ans, elle est libre de son corps, elle est libre de sa tenue. Et elle est parfaitement égale dans la société égyptienne. Ce rôle de la femme pendant 3000 ans d'histoire continue pendant la période copte, c'est-à-dire les 700 ans d'histoire qu'on ne nous a pas appris à l'école. Donc moi à l'école, on apprenait la civilisation pharaonique et on sautait tout de suite à la grandeur musulmane à partir du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc je dis bien, c'est grâce à mon épouse, qui était prof qui est présente aujourd'hui, et qui est prof d'histoire, qui m'a dit il faut peut-être que tu t'intéresses un peu à ta propre histoire. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'est-ce que c'est que la langue copte, qu'est-ce que c'est que la culture copte, qui n'est tout simplement que la culture pharaonique et la langue copte est tout simplement la langue des pharaons, mais écrite dans un autre alphabet, un alphabet grec. Mais au bout de 2 ou 3 siècles, elle a été interdite. Et on commençait même à couper la langue quand on l'a pratiquée. Heureusement qu'elle est restée dans les églises et elle est pratiquée donc depuis les 1400 ans, elle est pratiquée encore dans le dimanche à l'église. Jean-François Champollion, qui a découvert l'hiéroglyphe, qui a déchiffré la pierre de Rosette, tout ça vous n'entendez pas, et qui a déchiffré la pierre de Rosette, il a d'abord maîtrisé la langue copte. Il y avait un prêtre à Paris, et par intérêt, par curiosité en tout cas, il a maîtrisé cette langue, et c'est grâce à cette maîtrise de la langue copte, qui est la langue pharaonique, qu'il a pu déchiffrer la pierre de Rosette, et qu'on retrouve aujourd'hui la civilisation égyptienne grâce à ce génie français. Je vais donc sauter tout de suite, comme le temps ne permet pas plus, à la partie révolution. Quel était le rôle de la femme dans la révolution égyptienne à partir du 25 janvier 2011. Au début de la révolution, c'était vraiment des jeunes. C'était des jeunes garçons, des jeunes femmes. Et les femmes et les jeunes femmes, les jeunes filles n'avaient pas peur. Donc des femmes de tous les âges, de tous les milieux, étaient impliquées, soit dans les préparations des slogans, soit dans les banderoles, dans l'organisation. Et elles passaient même la nuit. Sans aucun problème, sans aucun harcèlement sexuel, et elle avait une sorte d'esprit de solidarité au départ. Bon, ceci n'a pas duré. Après le départ de Moubarak, les manifestantes ont commencé à être menacées, harcelées. Donc il y a des journalistes étrangères, surtout, et égyptiennes également, qui ont été harcelées et même violées sur la place Tahrir. Il y a 7 filles qui ont été obligées de se soumettre à des tests dits des tests de virginité administrés par des médecins de l'armée, et le prétexte, c'est pour qu'elles ne se réclament pas après qu'elles ont été violées. Bon, heureusement qu'il y avait une fille courageuse, parce que par rapport à la mentalité orientale, qui a osé raconter à la télévision ce qui lui est arrivé, comment elle a été traitée, et elle a porté plainte à la justice, une justice qui est encore aujourd'hui indépendante, et grâce à son indépendance, elle a gagné son procès. Dans les premiers gouvernements, il n'y a pas eu de femme. Il y a eu une femme au premier gouvernement. Par la suite, quand il y a eu Morsi, malgré toutes ses promesses pour les femmes et pour les coptes, elles étaient complètement absentes. On commence à la trouver maintenant. Après la deuxième révolution du 30 juin, et je pèse bien mon mot, la deuxième révolution du 30 juin 2013, ce n'est pas un coup d'État militaire comme le prétendent les médias et les gouvernements occidentaux. Ils ont leur raison, des intérêts financiers, certainement, des stratégies, des politiques, etc. Mais ils n'ont pas expliqué ce qui s'est passé en Égypte et la vraie situation en Égypte. L'Égypte aujourd'hui lutte contre le terrorisme. Donc les Égyptiens font du sale boulot. Ils auraient souhaité avoir l'appui et le soutien du monde occidental, ils ne l'ont pas. Donc ils sont en train de lutter contre le terrorisme et contre les Occidentaux dans leur guerre contre le terrorisme.
je vais vous parler à la fin de l'espoir qu'on retrouve dans la Constitution. Je vais vous lire deux articles. Mais avant, la question qui se pose, qu'on m'a posée à la télévision, pourquoi 90% des femmes en Égypte ont été harcelées sexuellement d'une façon ou d'une autre, au moins une fois dans leur vie. La question, on va la retrouver. Je pense Martine, on va sauter les PowerPoint pour gagner du temps. On va juste passer aux vidéos. Le vidéo PowerPoint 140323 A1, A2. A2. À la place Tahrir, pourquoi il y a des viols en groupe. Vous avez l'explication d'un chef imam égyptien. النساء العرايا الكافرات اللي رايحين عشان يغتصبوا يقول لك خط احمر ويتاجروا يقولوا يمشي يا بولس ويمشي يا اخوان. طبعا وعلى فكره 19 صليبيات 19 صليبيات والعشر روزا واليونزو وارامل يلمهم او يخافوا منهم. زي المره كده بتتكلم زي الغول مفيش لا حياء ولا ادب ولا خوف ولا حتى انوثه. يعني نفس انوثتك يا شيخه يعني ده حط عليك شرعا انك تخليك تكون امراه. لكن تلاقي المراه من دول نفس شعرها كده زي شيطانه شياطين تعلموا النساء. Bon, l'explication de Cheikh al-Islam, les manifestants viennent à la place Tahrir parce qu'elles veulent être violées. Et de toute façon, comme les 10e sont des chrétiennes croisées, et que les 10% sont des veuves, on ne peut pas payer. Deuxième ah bon, bah les deuxièmes sont français. C'est une minute. بتطلعها حاجه بتوديك مشوار ممكن تركبه من الميكروباص بربع جنيه تصرف عليها 100 جنيه ما تبيعها وتخلص منها. حد يقدر يقول انه لو باع السياره دي يعيب عليه؟ يخص عليه انه واحد ده مش اصيل؟ فاهماني ده؟ حد يقدر يقول له واحد تعبان جدا جدا في شقته وشقه جيرانها سوق وهي قليله المرافق وحارسها بالبلد، لو باعت حد يقدر يقول له يا عيبه عليك؟ ازاي انت تبيع جرح؟ ده دي لسه اتولدت فيها وقعدت فيها وصديت فيها وكده لكنها لا تصلح الان، لها جيران سوق، لا راحه لي فيها. وكذلك المرأة لو راحت بهذا الطرق السيء ولا راحة مع البت ما المنع من خالص. احنا اخوانا نصرف Ok, bon, donc une voiture qui ne marche pas, on la change, un appartement qui va en bon état, on change, c'est pareil. Bon, on me demande de conclure, donc on a quand même, alors ça c'est quand même, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sont lamentables, j'en ai parlé avec Martine, mais peut-être que s'il y a des questions-réponses, je vais peut-être en parler. Je vais terminer quand même pour conclure qu'on me le demande sur l'espoir. L'espoir de la Constitution qui vient d'être adoptée il n'y a même pas une semaine. L'article 11. Cette Constitution, bien qu'elle a gardé quand même la charia comme source principale de la législation, parce qu'il fallait qu'on trouve un compromis, elle est globalement quand même laïque. Même si la charia est source principale de la législation, l'interprétation est entre les mains quand même de la Cour constitutionnelle suprême. Et la Cour constitutionnelle suprême est très laïque. Pardon, c'est pas la charia, c'est les principes de la charia. Il y a un mot, c'est un monde de différence. Ce sont les principes de la charia, qui peuvent être la tolérance, le respect de l'autre, etc. On met ce qu'on veut, mais on n'entre pas dans le détail de la charia. Et donc, la Cour constitutionnelle suprême, elle, et non pas les imams, ni Al-Azhar, c'est pas une institution religieuse qui a le droit de donner l'interprétation. L'article 11 dit la chose suivante.
L'État s'engage à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de la présente Constitution. L'État s'engage à prendre des mesures nécessaires afin d'assurer une juste représentation des femmes au sein des parlements. Jusqu'ici, c'était 1%. Conformément à la loi, il garantit aussi le droit des femmes à accéder sans discrimination aux emplois publics, aux hautes fonctions de direction au sein de l'administration publique d'État, ainsi que les institutions judiciaires. L'État s'engage à protéger les femmes contre toutes les formes de violence, assure leur autonomie et leur permettant de concilier leurs obligations familiales et les exigences de leur travail. Je pense que c'est quand même une très grande avancée, parce que dans la Constitution orthodoxe, c'était tout ça, mais à condition que ce ne soit pas contre la charia. Et donc, on n'avait plus rien à faire. Juste un autre article qui dit la chose suivante, qu'on garantit un pourcentage dans les conseils locaux, dans les villages et dans les petites villes. Chaque unité locale, il y a un conseil au suffrage universel direct et secret, avec un quart alloué aux femmes. C'est également très bien, bien que c'est 50% quand même au niveau du nombre. Et pour terminer, un article quand même qui garantit aussi pour les chrétiens, l'État garantit aux jeunes, aux chrétiens, aux personnes handicapées, une représentation adéquate, j'aurais préféré avoir un pourcentage, dans la première chambre de représentants qui sera élue après l'adoption de cette constitution d'une manière spécifiée par le droit. Bon, donc on parle des chrétiens et des personnes handicapées, bon, c'est un peu gênant. Merci. Un grand merci à M. Jean Maher et à son optimisme pour le futur. Et espérons que cette constitution sera respectée, du moins pour ce qui est de l'égalité. On verra. Je passe la parole maintenant à Mme Nadia El Fani. Je voudrais la présenter très brièvement. Mme Nadia El Fani est cinéaste. Elle a été assistante de réalisation de grands cinéastes tels que Polanski, Nouri Bouzid et d'autres. Elle a une grande production cinématographique dont je citerai que quelques-unes. Elle a commencé par un court-métrage intitulé Pour le plaisir, qui a été sa propre production et la production de sa propre société Yeux Noirs. Elle a milité avec des groupes de femmes et a fait un documentaire Femmes leaders du Maghreb. En 2002, son premier long métrage, Bedouin Hacker, prix du meilleur film maghrébin au Festival de Mons et mention spéciale au Festival Nouvelle Afrique. Plus récemment, elle a produit Ould Lénine, suivi de Laïcité, Inch'Allah, Grand Prix international de la laïcité. En 2013, un film Nos seins, nos armes, et beaucoup de projets pour le futur dont elle vous parlera elle-même. On aura une petite vidéo qu'elle va nous passer et elle nous parlera également de ce qu'elle pense sur le futur de la constitution de la Tunisie, rédigée au nom de Dieu, et qui donne trop de sang aux religieux. Je passe la parole à Mme Nadia El Fani. Merci. Je voulais juste rajouter quand même un film auquel je tiens beaucoup, que j'ai fait en 2012, qui s'appelle Même pas mal, qui est une réponse cinématographique aux attaques que j'ai subies de la part des islamistes à propos de laïcité, Inch'Allah, et parce que je voulais aussi quand même rappeler que j'ai été la première vraiment attaquée par les islamistes, avant même qu'ils soient au pouvoir en Tunisie, et que, si je tiens à rappeler ça, c'est non pas pour parler de ma propre personne, mais pour dire combien la société civile doit être vigilante au moindre signe des attaques de gens qui n'étaient même pas au pouvoir, qui étaient illégitimes même par rapport à la révolution, et combien je pense que la révolution en Tunisie n'a pas su, comment dire, capitaliser
les forces qu'il y avait progressistes, laïques en Tunisie, et qui réclamaient dès le lendemain du départ de Ben Ali, la première chose qui était réclamée en Tunisie, c'était la laïcité. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire croire que nous sommes une minorité des minorités des minorités, et que nous ne sommes pas du tout en prise avec ce qui se passe dans notre pays. Je tiens à rappeler que la classe moyenne est très importante en Tunisie, et que la laïcité est vraiment un enjeu pour eux, et qu'aujourd'hui, heureusement, on se rend compte grâce à la faillite, enfin c'est dommage de dire grâce, la faillite du régime islamiste qui est au pouvoir depuis 2 ans, on se rend compte quand même que si on s'était battu un peu plus fort, parce que eux se sont battus très fort, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à se satisfaire d'une constitution qui est écrite au nom de Dieu. Alors, comme vous le dites, monsieur, c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas régressé, certains sont satisfaits de ce qu'on leur donne. Et en ce sens, les islamistes ont été très malins et très politiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, la gauche, et je dis bien la gauche dans nos pays, doit se réveiller et ne pas craindre de perdre les élections, parce que ce n'est pas grave de perdre des batailles, je l'ai déjà dit. L'essentiel, c'est de gagner le combat au bout du compte. Donc il faut se battre sur nos valeurs, et nos valeurs, elles sont effectivement l'inscription dans la Constitution de la Charte universelle des droits de l'homme était quand même quelque chose qui, à mon avis, était le préambule à donner dans la Constitution tunisienne. Or, aujourd'hui, il y a des soi-disant démocrates qui sont qualifiés ici par des journaux de partis laïques en Tunisie, qui ont été les premiers à demander, tenez-vous bien, un amendement par rapport au préambule, parce que tout ça s'est discuté comme ça, un amendement par rapport au préambule qui était d'inscrire avant le mot préambule dans la Constitution au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Parce que c'était important qu'avant le mot préambule, c'est-à-dire avant toute chose, on écrive au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui est devenu un peu un truc absolument normal. C'est-à-dire aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques de tous bords qui vont à la télévision ou à la radio tunisienne commencent leur discours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais où est-on ? Que se passe-t-il dans la tête de ces gens-là? Laissons les islamistes faire leur boulot d'islamistes et nous faisons notre boulot progressiste. Je n'arrête pas de leur demander, parce que ça n'est pas être une extrémiste ni une radicale, oui, une radicale peut-être, oui, que de dire nous n'avons pas à nous battre sur le même terrain qu'eux. Alors je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai faite en réaction à la Constitution qui était annoncée. Le vote devait avoir lieu le 14 janvier 2014. Heureusement, les islamistes qui ne respectent jamais rien, ne respectent bien entendu certainement pas le calendrier. La preuve en est, c'est qu'ils auraient dû déjà quitter le pouvoir, et l'Assemblée constituante finit ses travaux depuis le 23 octobre 2012. Donc vous voyez que nous sommes quand même très en retard. Donc comme ils étaient encore très en retard, il paraît que c'est aujourd'hui que le vote solennel doit arriver. Donc déjà 15 jours de retard par rapport à la date prévue. Et donc je vous montre ce petit court-métrage que j'ai fait parce que pour moi c'est la meilleure façon de m'exprimer. Puis après je reviendrai quand même sur quelques articles qui me posent problème dans la Constitution. Cette année-là, un petit pays millénaire en Méditerranée, digne héritier de Carthage, entrait à nouveau dans l'histoire. Et oui, jusque-là tout allait bien. Les débats faisaient rage, pacifiquement enfin, faisaient rage.
mot laïcité rendait fous les islamistes, et parmi eux, les plus violents allaient passer à l'acte parfois jusqu'au meurtre. Mais après 26 mois d'une attente plus longue que la gestation d'une éléphante, la constituante accouchait enfin. L'enfant ressemble fort à son aîné. Le prophète doit s'en retourner dans sa tombe. D'autres que lui ont bénéficié de l'aide de Dieu pour rédiger un texte bourré de contradictions et d'amendements. Je résume donc. Dieu a veillé sur notre constitution, mais nous restons un État libre, indépendant et souverain, dont la religion pour tous est l'islam. Mais nous sommes malgré tout un État civil, qui est le gardien de la religion, tout en garantissant la liberté de conscience, et sans paradoxe aucun se fait le protecteur du sacré, qui n'est pas défini, mais que tout le monde imagine. Personne n'a le droit de nous traiter d'apostats. Ça tombe bien, nous sommes tous musulmans. Je référais à l'article 1. Tout comme notre futur président, qui peut enfin être une future présidente. Bon, allez, encore un effort. C'est en ligne sur Internet. J'essaye de le diffuser au maximum aux Tunisiens, aux Tunisiennes. Et j'espère que ça va être pris. Bien sûr, moi je suis toujours très, suspecte en Tunisie parce que comme je vis en France et que tout le monde oublie que je ne peux pas retourner en Tunisie parce que j'ai 6 chefs d'inculpation contre moi, y compris d'atteinte au sacré, effectivement. Donc je pense que dans la future constitution, malheureusement, je serai toujours passible devant la loi. Voilà, je voulais. Alors, il y a un article que je veux signaler absolument de Amena Ghellali, qui est paru sur le Huffington Post Maghreb, qui s'intitule Droits humains universels et droits humains élevés, le sens d'un mot dans le préambule de la Constitution. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des négociations. D'accord, bon, c'est rapide. Il y a eu des négociations très serrées par rapport à l'inscription, donc je disais, de la Charte universelle des droits de l'homme, et que les islamistes ont fait semblant, encore une fois, parce qu'ils sont très malins et ils avancent avec leurs chevaux de Troie toujours, ils ont accepté d'introduire le mot droit universel et ils les ont qualifiés de nobles. Donc il y aurait les nobles droits universels qu'on imagine, qui sont en adéquation avec ce que je pense être dans la charia, par exemple, et les autres droits universels, ceux des autres, n'est-ce pas, des étrangers, ceux qui ne répondent pas à l'article 1 de la Constitution. Alors, pêle-mêle, je vais essayer comme ça vite fait, parce que j'ai pas le temps, de vous dire, par exemple, que l'État se fait le garant de la religion, et non pas des religions. Je pense que c'est très important. Dans le même article, on dit que la liberté de conscience est consacrée, que donc on aurait le droit à l'apostasie. Je ne vois pas pourquoi on appellerait ça de l'apostasie, mais enfin bref, la liberté de conscience, c'est la liberté de conscience. Mais dans le même article, il est écrit donc que l'État est garant de la religion et protecteur du sacré. Donc c'est peut-être un peu pas tout à fait la même chose. Et en plus, l'État est civil, comme je rappelle, mais il est garant de la religion et protecteur du sacré. Enfin, tout ça, bien sûr, toujours au nom de Dieu, hein, s'il vous plaît. On rappelle l'attachement du peuple tunisien aux hautes valeurs de l'islam, aux enseignements, pardon, de l'islam. La Constitution n'est pas rédigée au nom du peuple, puisque ça commence par au nom de Dieu, mais à la fin, quand même, on rappelle au nom du peuple, parce que, bon, quand même, on peut quand même leur rappeler que c'est quand même le peuple qui a fait la révolution.
Mais donc, au nom du peuple, nous édictons par la grâce de Dieu cette constitution, qui est quand même assez extraordinaire, pour ce qu'on a dénommé constitution laïque, hein, je rappelle, ici en France. Pour ce qui concerne l'égalité homme-femme, je suis désolée d'être une rabat-joie, mais elle n'est pas du tout consacrée. Et il est consacré l'égalité des citoyens et des citoyennes devant la loi. Or, beaucoup de juristes constitutionnalistes tunisiens, une tunisienne d'ailleurs, Hafez Ashkir, a bien noté qu'il faut faire attention en droit à l'expression devant la loi, qui n'est pas dans la loi. Parce que quand on dit devant la loi, ça veut dire que s'il y a une loi discriminante, eh ben on est égaux devant cette loi discriminante, on est très content. Donc la loi discriminante qui établit dans le code civil tunisien la non-égalité devant l'héritage, par exemple, qui est quelque chose qui est réclamé par les féministes depuis très longtemps en Tunisie, parce que c'est la chose qui fait que nous ne sommes pas vraiment dans l'égalité totale, ça et la notion de chef de famille du mec, évidemment, dans la cellule familiale. L'héritage, donc les hommes ont toujours deux parts par rapport aux femmes, et ça, eh ben, on n'y touchera pas puisque c'est l'égalité devant la loi et non pas l'égalité dans la loi. Ensuite, quand on me parle de parité, non, la parité n'est pas consacrée. La parité, il est bien écrit dans l'article, je ne sais plus combien, 45 je crois, oui, que l'État œuvre à la parité dans les assemblées et etc. Ça ne veut pas dire que l'État garantit la parité. Et donc, ça n'est plus une obligation. Or, là-dessus, excusez-moi, mais nous avons régressé par rapport aux élections de 2011, où les féministes avaient arraché l'obligation de la parité. Malheureusement, je dois dire que ce sont les partis progressistes qui l'ont moins appliqué que le parti islamiste, puisqu'aujourd'hui, sur, je ne sais plus, 49 femmes, je crois, dans la constituante qui constitue 217 membres, je crois, il y a 40 qui sont du parti islamiste. Et ce n'est pas en proportion des 40% des islamistes dans la constituante, puisqu'il n'y a que 9 femmes des partis progressistes dans la constituante aujourd'hui. Donc, et pour tout vous dire, évidemment, vous ne serez pas surpris de savoir que parmi les progressistes en Tunisie, beaucoup ont voté, donc je disais, contre l'inscription de la Charte universelle des droits de l'homme dans la constituante. Ça fait partie des tractations. Alors on me dit, non mais tu n'es pas pragmatique, il faut être réaliste, ça fait partie du jeu politique. Enfin, je trouve quand même que les islamistes ont beaucoup gagné, parce que si on fait d'abord, si on regarde, il y a 175 articles, il y en avait que 78 dans la précédente. Je pense que la précédente était beaucoup plus claire et nette. Bien sûr, le droit de grève, le droit d'association, tout ça est garanti, mais ça n'a jamais empêché la dictature en Tunisie, c'était déjà inscrit. Donc je ne vois pas personnellement où est le progrès dans celle-là, si ce n'est que nous n'avons pas régressé, et je trouve dommage qu'aujourd'hui dans les pays arabes, les progressistes soient satisfaits qu'on ne régresse pas. Merci. Nous avons encore un quart d'heure. Les interventions sont riches. Je suppose qu'il va y avoir pas mal de questions. Je demanderai aux personnes d'être très courtes, pas plus d'1 minute. Donc des questions très courtes, et puis après je donnerai la parole aux intervenants. Il y a un micro qui va circuler, donc je demanderai aux personnes de lever le bras. Madame, oui, on va commencer là. Monique Gontier, Institut mathématique de Toulouse. J'enseigne très régulièrement en Tunisie. Il y a une question, puisqu'elle doit être courte, j'en aurai plein d'autres. Madame, puisque vous êtes psychiatre, ces messieurs musulmans, ils ont un problème à ce qu'il leur pend entre les jambes ou pas? Ça pend un peu trop. Pas assez. D'autres questions? Là-bas au fond. Oui, bonjour. Monique Dantal. Excusez-moi, juste pour vous faire rigoler, pour répondre à madame. Je m'excuse, hein, mais parce que non, mais parce qu'elle est trop drôle, celle-là, je risque de l'oublier. Une des premières choses que les islamistes au pouvoir ont faites, vraiment, c'est de donner l'autorisation de mise sur le marché du Viagra qui jusque-là a été refusée. Bonjour, Monique Dantal.
départementale du réseau féministe Rupture. Voilà, puisque a précisé Nadia El-Fani, nous l'avons vécu avec les femmes tunisiennes dans les différentes conférences mondiales où nous n'avons cessé de nous battre contre l'avancée des intégrismes religieux, de tous les intégrismes religieux d'ailleurs dans leur collusion. Ce que nous avons largement explicité dans une brochure qui s'appelle 20 ans de lutte féministe contre tous les intégrismes religieux. Ce que je voulais poser comme question, par rapport justement au fait qu'il y a cette illusion que c'est un progrès, alors que ça n'en est pas un, en quoi justement ce que nous disent certaines femmes tunisiennes, féministes aussi par ailleurs, c'est que la levée des réserves par rapport à la convention SIDO, qui a été donc la prise de position récente du gouvernement tunisien, en quoi représente-t-elle un progrès ou pas? Merci beaucoup. Encore une question, non, s'il vous plaît. Oui. Merci énormément pour ces interventions qui sont formidables. Je suis vice-présidente pour la France de la FEM, mais je voudrais parler au nom du mouvement pour la paix contre le terrorisme, dont je suis aussi membre. Nous avons travaillé énormément pour monsieur le recteur de la faculté de Tunis, qui ne voulait pas le voir dans son université, et nous avons eu la chance de pouvoir l'aider à gagner ses procès. Je voudrais savoir si dans tous les cas dont vous venez de parler, nous travaillons aussi avec les Coptes, monsieur, dans notre groupe. Nous avons des jeunes Coptes avec nous. Mais je voudrais savoir si dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas travailler, Madame El-Fani, pour vous, pour essayer justement de pouvoir vous laisser rentrer chez vous et travailler dans ce sens. Nous travaillons ici avec les féministes et avec aussi tout ce qui est contre les intégrismes religieux. Votre question, si. Bonjour, Nicole Raffin, Regard de Femme. Je parle à monsieur Jean Maher, oui, voilà. C'est vrai que bon, les Coptes ont été persécutés. J'ai assisté à des débats justement au mouvement pour la paix contre le terrorisme avec des représentants coptes. Vous parlez donc, vous défendez l'égalité homme-femme, et je voudrais vous poser une question. En Égypte, il y a 95-90% de femmes excisées. Les femmes coptes, les jeunes filles coptes sont excisées. C'est quand même pas une égalité, et c'est quand même une mutilation, et c'est vraiment quelque chose, une mutilation sexuelle. C'est vraiment. Alors, est-ce que vous êtes actuellement, est-ce que vous êtes contre l'excision? Est-ce que vous faites une campagne pour que les femmes ne soient plus excisées, et entre autres les jeunes filles, les femmes coptes? Autre question, monsieur, au fond. Antoine Massa, ancien vice-président de l'Union libanaise culturelle mondiale. Je viens de rentrer du camp, mesdames et messieurs, il y a 3 jours. Et vous savez un petit peu comment se passe la situation actuellement. Nous faisons face franchement à un problème qui est un problème assez difficile. Sur ce même endroit, dans cette même place, il y a environ 1 mois, se trouvait le mufti Malik al-Sha'ab, qui est le docteur Mufti Malik al-Sha'ab, qui est le mufti du Liban Nord et de Tripoli. Et à ce moment-là, il était venu franchement avoir des conclusions qui étaient très importantes pour dire qu'il y a une très mauvaise connaissance de l'islam par les musulmans. Et malheureusement, nous en sommes là. S'ils connaissaient vraiment le Coran, ils n'agisseraient pas de la même sorte, de la même façon. Et le sujet est très très long. Je souhaite un tout petit peu qu'on puisse développer ce sujet un tout petit peu plus. Voilà. Merci. Bon, étant donné l'origine libanaise, je connais bien la question. Pour ne pas entrer dans... Dommage que je n'ai pas le temps de parler du problème de la relation du communautarisme et de la laïcité. Mais ça serait encore un autre sujet qu'on devrait aborder. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. On sait en Tunisie que l'UGTT, donc les syndicats, ont joué un rôle très important dans le départ des islamistes du gouvernement. Comment vous voyez cette participation et par rapport à l'égalité homme-femme, et quel rôle joue-t-il dans ce domaine-là? Merci. Il y avait une question, oui. Une question pour Nadia Markovitz.
particulière ou légale. Où en est le projet de laïcité sans frontières Oui, j'avais lancé la thème. Y a-t-il encore des questions? Sinon, je vais donner la parole. Oui, il y a trop de questions. Je vais donner quand même la parole aux intervenants, en commençant par Madame Saïd. Ou tu préfères... Non, parce qu'elle va nous parler de laïcité sans frontières. On revient encore. Okay. Bon, vous avez, disons, 3 minutes pour répondre, parce qu'on va terminer à 11h30. C'est un peu la course. Non, d'abord, je voulais revenir sur l'histoire de la prévalence de la loi, sur la signature des accords pour lever, je sais plus comment on appelle ça. Les réserves. Il est bien mentionné dans la Constitution, malheureusement, que tous les textes internationaux devront être d'abord ratifiés par la nouvelle assemblée qui va s'appeler l'Assemblée du peuple. Donc le Parlement tunisien va s'appeler l'Assemblée du peuple pour pouvoir être applicable en Tunisie, et que quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de prévalence des lois par rapport à ce qui est dans la Constitution. Ça, c'est bien écrit dans la Constitution aujourd'hui, donc tout est entre les mains de la future Assemblée qui sera élue. Bien sûr, on voit bien que les islamistes pensent qu'ils vont avoir la majorité à la prochaine Assemblée, ce qui nous pend au nez, très certainement, contrairement à ce que les gens pensent. Et moi je voudrais rappeler aussi qu'il y a tout un truc autour de l'élection du président. Il y a eu une grosse bagarre par rapport à la nationalité du président, qui bien sûr doit être tunisien, mais on voulait écarter absolument les binationaux, parce qu'on s'est bien rendu compte que souvent les plus progressistes étaient des binationaux. Soit de naissance, soit par leur histoire, parce qu'ils ont acquis une autre nationalité. Donc les islamistes ont essayé d'écarter de la candidature à la présidence des gens qui auraient la binationalité. Et puis, encore une fois, le candidat ou la candidate doit être de religion musulmane. Donc, je ne sais pas, l'avenir du pays est entre les mains de cette religion. Alors, laïcité sans frontières, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai lancé... Et voilà, je suis très contente d'avoir lancé ça. Mais pour l'instant, je dois malheureusement vous dire que je n'ai pas vraiment avancé là-dessus. J'en ai beaucoup parlé avec Jamila Benabi, parce que c'est quelque chose que j'avais lancé justement quand j'étais à Québec, avec beaucoup d'associations qui étaient... elle venait juste d'apprendre qu'elle était mise en cause et qu'elle allait être obligée de se défendre pénalement. Je pense que lors de sa venue, ça sera peut-être le moment de concrétiser et de lancer sous forme d'une association peut-être internationale, que je voudrais internationale, avec des gens que j'invite à nous contacter pour qu'on essaye de grossir les rangs. Et voilà, mon idée étant de faire un peu d'activisme par rapport à la laïcité. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de colloques, mais peut-être qu'on pourrait lancer des espèces de mots d'ordre, comme ça se fait effectivement, mais c'est vraiment au niveau des jeunes que ça serait important, ce qu'on appelle des flash mobs sur internet, etc. Avec justement, ça nécessite pas forcément énormément de gens, pas des grosses manifestations, mais quelques personnes qui font quelque chose d'un peu spectaculaire sur la place publique, à travers le monde, à des moments, voilà, en même temps, pour qu'on parle de la laïcité en même temps à travers le monde. Voilà, c'était ça mon idée, et elle est toujours dans ma tête. Merci beaucoup, Madame Nadia et M. Maher, s'il vous plaît. Il y a deux questions qui ont été posées. Une, est-ce que ces extrémistes ont un problème entre les jambes? Et la deuxième sur l'excision. C'est aussi la question. Les extrémistes ont un problème entre les jambes? La réponse est oui. Et oui, je vais vous donner un exemple, ça se dit même, ça se raconte aussi à la télévision. Heureusement qu'à la télévision, il y a des musulmans qu'on appelle les musulmans libéraux et qui se moquent de ces absurdités. Ça dépasse les absurdités, je vais vous donner deux exemples. Fatwa, où on dit Irda' al-Kabir.
c'est-à-dire donner le sein à l'adulte. Donc, bah oui, ça va vous choquer parce que c'est pas très occidental. La fatwa dit la chose suivante, c'est que pour éviter qu'un homme, pendant qu'il travaille, il est à son bureau, il ait envie de coucher. Pour permettre la mixité, en fait. Voilà, bien sûr, pour permettre. Pour ne pas avoir une envie sexuelle de coucher avec sa collègue, eh ben, elle va lui donner le sein, et comme ça, ils vont établir une relation de mère à enfant. Voilà, de mère à enfant, donc il n'aura plus envie de coucher avec sa mère, n'est-ce pas? Bon, il y a beaucoup d'adultes qui, enfin, la vision qui m'ont dit, bah, moi je vais pratiquer ça parce que ça paraît intéressant. Il y a un comédien, Adel Imam, qui a dit, mais moi j'ai un chauffeur, il amène ma femme tous les jours à la maison. Alors, si par hasard je rentre et que je trouve ma femme en train d'allaiter mon chauffeur, je me demande comment je vais réagir. Bon, ça c'en est une. Allez, il y en a une deuxième qui a été proposée par un salafiste au Sénat, M. Choura, le premier, quand il y avait Morsi. Là, ça dépasse un peu la comédie, parce que lui, il disait, c'est Edgar el-Oudia. C'est-à-dire, alors ça, c'est donner le droit à un mari de coucher avec sa femme décédée jusqu'à 6 heures après son décès pour dire adieu. Projet de loi, un des premiers, n'est-ce pas, qui a été... bon, apparemment, il y a eu tellement de réactions dans la télévision que je crois qu'il a été mis dans le tiroir. Mais ça montre jusqu'où vont les détraquer sexuellement. On se demande qu'est-ce qu'ils ont contre les femmes et pourquoi ils ont un problème entre les gens. Il y a quand même des gens plus normaux et des gens plus normaux que ça. Excision, non. Ma soeur n'est pas excisée, ma cousine n'est pas excisée. L'église copte parle souvent beaucoup à ne pas le pratiquer. Au Caire, des musulmanes ne sont pas excisées, mais, comme vous dites, 80% le sont. Et elles le sont un peu par coutume, un peu imposées à travers les siècles. Et alors, quelques islamistes disent, confondent la circoncision, qu'on trouve depuis le temps de Pharaon, si vous regardez, il y a des exemples qui sont en voie aussi, et avec l'excision, disant, ben, ça vient depuis le temps de Pharaon, mais c'est l'excision, c'est pas la... Elle a été interdite, hein, et Al-Azhar même a fait position là-dessus, en disant qu'il faut l'arrêter. Les islamistes l'ont renversé. Les Coptes, ils le pratiquent dans le village, ça c'est certain. Moi je vais prendre un cas concret. Le frère de mon père disait à mon père, on va exciser ma fille, il y a 40-50 ans, et mon père lui a dit qu'il ne fait pas ça. Parce que bon, lui il était dans le village, encore dans ce petit village, mon père était au Caire, et bon, il y a eu évolution. Donc ces évolutions-là, il faut qu'on lutte pour que ça disparaisse. Il y a des mouvements très forts contre, et il faudrait les utiliser pour qu'il y ait des campagnes dans le petit village et qu'on arrête ces massacres. Merci. Bon, heureusement qu'on a le mot égyptien pour surmonter cette difficulté. Je passe. Mais l'humour est partout aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est un des mécanismes de défense les plus importants et les plus efficaces dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés. Tout à l'heure, je voyais passer un petit peu les caricatures. C'est vous qui les avez mis. C'est toi, non, non. J'ai vu passer des caricatures pertinentes. Et je me souviens d'une anecdote en Algérie, au moment terrible de la guerre civile qui les a opposés, et où il racontait, parce qu'il opposait le fils au FLN, et alors les Algériens ont traduit ça. Le fils, c'est femme interdite de sortie, et le FLN, c'est femme libre la nuit. Ils ont résumé le programme de formation. C'est toujours autour de la femme. Je trouve ça magnifique. Alors, pour aller vite, donc je vais juste répondre à propos du GTT, mais elle a joué un rôle considérable, vraiment, dans la tradition de la grande du GTT. Bon, je passe sur le fait qu'elle se soit compromise à un moment avec les autres régimes, disons qu'elle s'est largement rattrapée. Mais toutes les composantes, toutes les strates vraiment de la société civile ont résisté. Et je crois, moi j'ai une analyse où je dis, nous, c'est-à-dire nous, les laïcs et les civils, nous avons surestimé les islamistes, largement. Bon.
Et il a fallu les voir à l'œuvre, comme en Égypte, et je suis d'accord avec vous, pour dire ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Il fallait les voir à l'œuvre pour constater mais vraiment leur incompétence, leur corruption. Regardez même le modèle turc actuellement. Donc je passe. Mais eux, les islamistes, nous ont sous-estimés aussi. Trop sous-estimés. Et donc, finalement, la conjoncture a voulu qu'on les a usés. La société civile les a usés par sa résistance. Et juste une réponse au monsieur qui a évoqué justement l'ignorance par les musulmans de l'islam, c'est un fait. C'est un fait. Et là aussi, je vais rapporter une anecdote. Hier, une collègue psychiatre algérienne m'en parlait. Vous savez que l'Algérie a organisé véritablement l'analphabétisation et l'illettrisme de sa population. Mais organisé systématiquement en important des milliers et des milliers de soi-disant enseignants des pays du Golfe, d'Égypte, etc. Et une collègue qui est psychiatre, qui me dit, je me souviens de mon professeur d'éducation religieuse, j'étais toute petite, elle me dit, c'est à la fin de l'année qu'on a réalisé qu'il ne savait ni lire ni écrire. Il avait même, et normalement, ça existe des gens totalement analphabètes, mais qui apprennent par cœur le Coran. Même pas, il ne le connaissait même pas. Elle a dit, il a passé toute l'année, pendant une demi-heure, à nous dire, la femme, il ne faut pas qu'elle fasse ci, il ne faut pas qu'elle fasse ça, il ne faut pas qu'elle fume, il ne faut pas qu'elle aille au café, il ne faut pas qu'elle se dévoile, il ne faut pas qu'elle... Voilà le cours d'éducation religieuse. Bon, donc c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait qu'il ne faut plus parler. Musulmans modérés, musulmans extrémistes, musulmans radicaux, musulmans je ne sais pas quoi. Encore une fois, on peut gloser à l'infini sur l'interprétation d'un mot dans le Coran. Alors je ne parle pas de tous les versets, etc. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut évacuer la religion du débat. Voilà. Nous avons la conclusion. Il me reste à remercier très chaleureusement les intervenants pour leur brillante contribution qui nous a tous enrichis. Et je passerai le micro à Martine. Merci à tous. Effectivement, nous avons, je pense, appris beaucoup de choses. Et je vous invite à regagner la salle et surtout les intervenants de la table ronde suivante sont invités à prendre place.